direct de Santexpo sur le stand de la French Care, BPI France. Nous continuons à réfléchir à l'innovation en santé, à la santé numérique. Et là, nous allons voir ensemble comment le numérique révolutionne le modèle de santé. Avec nos deux invités, je vous les présente. Étienne Mainvielle, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche en gestion à l'École Polytechnique et vous êtes directeur de recherche au CNRS et médecin de santé publique à Gustave-Roussy. Anaëlle Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission en santé numérique à la Direction générale des entreprises. Alors, on va peut-être déjà poser les bases finalement de notre sujet, la santé numérique. De quoi on parle exactement quand on évoque ce numérique en santé? L'un et l'autre. Qui veut commencer? Comme vous voulez. Allez-y, Anaëlle Paris. Merci de m'avoir laissé la parole. C'est un vaste sujet en fait et j'avoue que nous on a une définition assez précise que je vais vous détailler et on a un raisonnement plutôt en entonnoir. En gros, on prend de base la définition des autorités qui est la définition de l'Agence européenne du médicament qui est reprise par la HAS, qui dit que c'est l'ensemble des outils et des services qui utilisent des technologies de l'information et de la communication pour la santé. À partir de là, on sait beaucoup de choses, mais on sait aussi que c'est un panel d'applications diverses qui peuvent aller des applications de suivi pour l'activité physique à l'application qui va détecter précocement un cancer. Nous, ce qu'on reprend à la Direction générale des entreprises, c'est qu'on rajoute un critère de produit de santé au sens des règlements européens, c'est-à-dire soit au sens du règlement européen sur les médicaments, soit au sens du règlement européen sur les dispositifs médicaux. Et pour ce qui est des dispositifs médicaux, on va rajouter encore un critère pour les dispositifs médicaux numériques, c'est qu'il faut que l'action qui est faite par les données fournisse une information médicale nouvelle. C'est-à-dire pas seulement héberger des données, il faut qu'il y ait une information médicale nouvelle qui soit fournie par l'application. Voilà la définition qu'on retient. Merci pour cette définition. Effectivement, on voit bien l'image de l'entonnoir. Étienne Mainvielle, est-ce que vous partagez cette définition? Quelle est la vôtre? Non, je ne m'engagerai pas. Je pense que c'était très très bien défini. Je crois qu'il y a 160 définitions sur la santé numérique à l'heure actuelle. Donc vous imaginez bien que c'est sans fin. Il faut retenir, je pense que c'est à la fois toutes les applications, les IoT, comme on dit, toute la télémédecine. Et puis, on y met aussi l'intelligence artificielle maintenant. Donc, c'est toute la numérisation des données, comme vous l'avez très bien dit, des données médicales ou des données de santé, avec un traitement derrière et un lien éventuel, dans le cas de la télémédecine, avec des professionnels de soins. Ce n'est pas obligé qu'il y ait un lien avec les professionnels de soins dans la santé numérique. Alors, c'est intéressant ce que vous dites et ça va nous amener à la deuxième partie où finalement, en fait, on va se poser la question de qu'est-ce que ce numérique, qu'est-ce que ces applications du numérique en santé peuvent apporter finalement aussi bien aux patients que aussi aux professionnels de santé, peut-être à l'hôpital. Quels sont les apports finalement très concrets du numérique en santé? Alors, ils sont très, très nombreux. Donc, moi, je me cantonnerai au parcours du patient, mais il y en a d'autres, en recherche médicale, au niveau de l'assurance, même dans le bien-être du citoyen. Sur le parcours, je pense qu'il y a deux éléments, je dirais, assez importants. Le premier, c'est qu'en fait, le patient devient plus autonome. C'est-à-dire qu'il est plus libre de ses faits et gestes parce qu'avec l'application, il peut à tout moment être dans soit un contrôle par lui-même de sa santé, soit dans un contact avec un professionnel de soins. Et le deuxième point qui est sans doute le pendant, c'est qu'on a des suivis de plus en plus réactifs en fait, entre les professionnels de soins et les patients. Alors ça, c'est très important parce qu'on vit quand même une tendance lourde, c'est qu'il y a une externalisation en fait, des patients de l'hôpital. Moi, je travaille par exemple en oncologie. On estime que 80% du temps d'un patient maintenant est en dehors de l'établissement de santé. Donc on comprend tout de suite que le suivi à distance est fondamental et que ces outils vont avoir un rôle. Je terminerai juste en disant, au fond, sur les maladies chroniques qui sont de plus en plus importantes dans notre système, ça devient fondamental, cette autonomie et ce suivi. Donc il y a 4 grandes conditions cliniques, on pourrait dire. Tout ce qui est cardio, neurovasculaire, insuffisance cardiaque, hypertension, accident vasculaire cérébral, diabète, la cancéro, la santé mentale, et puis
toutes les polypathologies des personnes âgées. C'est sans doute les 4 domaines, ce n'est pas exhaustif, mais sur lesquels il y a vraiment un impact très fort justement dans le suivi et aussi sur cette liberté de la part du patient et de son entourage. Alors on voit bien toute l'importance du coup de ces nouvelles applications en santé numérique. Comment est-ce qu'elles sont financées par l'État, Anaëlle Paris, puisqu'on voit bien qu'elles peuvent apporter à la fois cette autonomie et ce suivi à distance du patient? Ah oui, c'est clair. Enfin, je réagis par rapport à la réponse de mon interlocuteur, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et au niveau du financement, l'État s'est investi dans la santé numérique depuis 2021. Il y a un grand plan d'investissement France 2030 qui est sorti, qui est multisectoriel, mais il y a une des verticales qui est consacrée à la santé numérique. Et comme, on l'a dit, les usages sont aussi nombreux, si ce n'est plus que les applications. Il y a ce plan d'investissement suit en fait le cycle de l'innovation. C'est-à-dire qu'on va financer non seulement des formations en santé numérique, qui vont ensuite appeler à un financement de la recherche de la santé numérique. Il y a aussi tout ce qui concerne la maturation de ces innovations, financement d'EDS, d'entrepôts de données de santé sur la santé numérique. On va aussi financer des expérimentations avec le financement de tiers-lieux d'expérimentation en vie réelle pour faire sortir ces innovations des laboratoires. Et ensuite, on va financer leur déploiement à grande échelle, que ce soit le financement d'export de ces solutions ou le remboursement de ces solutions. Aujourd'hui, il y a un guichet qui est sorti, c'est le guichet Pécan, qui est en gros un guichet de prise en charge anticipée de ces solutions qui appellent à être remboursées de manière anticipée. C'est important ce qui vient d'être dit parce que personnellement, moi je pense que le sujet est de plus en plus maintenant sur l'usage, comme on dit, c'est-à-dire sur l'utilisation effective en vie réelle, pour reprendre votre expression, et assez peu en fait d'une certaine façon sur la technologie. C'est un peu paraître surprenant, mais la technologie très souvent est très mature. Un outil, une application, même un algorithme, je dirais, alors il faut voir ce qu'on met derrière, mais maintenant, il y a une expertise qui est quand même très avérée. La grande question, c'est l'usage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie de tous les jours? Quelle adoption il y a par les patients, par les professionnels de santé, comme vous le disiez? Alors effectivement, et vous avez d'ailleurs choisi vous-même de parler du parcours de soins. Donc en fait, on était effectivement dans cet usage pour le patient. Dans tout ce qui sous-tend ce que vous dites, il y a quelque chose qui me paraît indispensable, c'est l'utilisation des données et de la donnée de santé qui permet en fait d'aller fournir et nourrir ces applications et du coup d'aller vers cette autonomisation du patient et de ce suivi à distance. Quel est l'enjeu exact dans la santé numérique de la donnée en santé? En fait, pour moi, il y a une opportunité double de la santé dans le numérique qui recoupe un peu l'utilisation des données. Il y a tout ce qu'on appelle l'utilisation primaire des données, c'est l'utilisation des données dans le soin pour le diagnostic, la thérapie, qui est déjà très important. Et il y a tout ce qui concerne l'utilisation secondaire des données pour la recherche, pour le pilotage, même pour nous, pour les politiques publiques. Et ça, c'est deux faces d'une même pièce qui doivent être vues conjointement. Et ce qu'on a fait côté État, c'est qu'on a lancé un appel à projet pour financer à la fois la constitution et la consolidation d'entrepôts de données de santé dans les hôpitaux, qui a été lancé l'an dernier. Et en parallèle, sur l'utilisation secondaire des données, il y a eu les conclusions d'une mission qui le rapport s'appelle le rapport Jérôme Marchand-Harvier, ou un rapport sur l'utilisation secondaire des données, qui vise à justement à libérer ce potentiel des données et fédérer l'écosystème pour une utilisation secondaire. Les conclusions sont plurielles. Il y a l'idée de mettre à disposition plus rapidement la donnée. Il y a l'idée de refonder aussi notre modèle à partir de la plateforme des données de santé. Il y a l'idée de clarifier le modèle économique autour de la donnée. Et ça, pour moi, c'est les deux opportunités autour des données. Alors pourquoi c'est important de libérer de cette utilisation secondaire des données de santé? Anaëlle Paris, ça a bien fait la différence. On comprend bien que plus il y a de données, c'est très simple, plus il y a de données, plus les algorithmes sont performants. Et donc le partage de ces données est nécessaire. C'est pas si évident que ça en pratique. Et heureusement qu'il y a des initiatives publiques. Il faut que les pouvoirs publics, comme ça a été décrit, impulsent ce mouvement, parce que les professionnels, d'une manière générale et sans porter de jugement de valeur, ont tendance quand même à avoir un sentiment que la donnée, comme on dit maintenant, ça a une valeur. Et donc le partage, vous comprenez bien, n'est pas si spontané. Donc moi personnellement, qui suis assez extérieur et en tant que chercheur, je crois que ce partage est vraiment fondamental si on va avoir des outils performants.
Et ça suppose certainement qu'il y ait des structures publiques. Moi, le Health Data Hub, par exemple, dans la centralisation et dans ce partage secondaire, ça c'est fondamental. Le deuxième point, je rajouterais peut-être sur ces questions d'usage des données, c'est effectivement des traitements secondaires où il y a une régulation et une législation qui est sans doute encore à construire, à consolider, parce qu'on comprend bien que quand c'est de la recherche ou quand c'est pour produire des outils plus performants pour la prise en charge des patients dans les établissements de santé, il y a une grande logique. Mais évidemment, après, il peut y avoir des enjeux commerciaux, des réutilisations. Il y a dans d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus avancés sur ce sujet, de grandes questions quand même sur ces remontées de données au fond, sur les contrôles qu'on peut avoir sur nous-mêmes, sur des éventuelles orientations de choix aussi avec des techniques de nudge ou autres. Le secteur marchand utilise ces données, si vous voulez, pour comprendre le comportement du consommateur. Donc ça ouvre des chantiers très importants. Et certainement que dans la santé, il faut prendre ce qu'il y a de meilleur et être attentif et vigilant sur ces risques de dérive. Oui, effectivement, il y a une réglementation nécessaire. Justement, puisque vous en parlez, il y a un règlement européen dont les négociations viennent de se terminer. Sur le but, c'est de créer un espace européen des données de santé. Il y a un chapitre qui est consacré à l'utilisation primaire et un autre qui est consacré à l'utilisation secondaire et qui reprend exactement tout ce que vous venez de dire, qui protège les citoyens et les usagers de données contre d'éventuelles malveillances, mais qui va aussi essayer de fédérer cet écosystème. C'est un règlement qui n'est pas du tout encore mis en application, qui sera mis en application dans plusieurs années, mais qui est là et qui arrive et qui est bien pris en charge, quoi. Donc on comprend que cette considération réglementaire est là. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne peut-être des exemples concrets pour comprendre le poids de ces données de santé, de la data, comme on dit, dans l'innovation. Qu'est-ce qu'elle peut concrètement apporter? Qu'est-ce qu'elle va permettre de débloquer peut-être? Je pense qu'elle va être d'abord dans tout ce qui est outils de suivi. Comme je l'évoquais précédemment, c'est déjà d'une certaine façon présent. C'est-à-dire tout ce qui est télésurveillance, téléconsultation, même la domomédecine avec des relations à distance et des domiciles qui sont truffés de technologie maintenant. Dans ce cas-là, la donnée et la technologie fait une avancée en termes de support. Par contre, le sujet qui reste, à mon avis, clé, c'est le traitement de cette donnée. C'est-à-dire que si on prend par exemple la télésurveillance, vous avez des patients atteints de cancer qui vous envoient de la donnée. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire comment on la traite? Ça peut paraître bête, mais en fait, l'enjeu est là. Vous avez plein de phénomènes. Si vous envoyez la donnée à des oncologues qui ont déjà des boîtes mail très remplies, c'est pas toujours sûr que ça marche. Alors que beaucoup des demandes et de ces données sont relatives à des questions de la vie courante, comme est-ce que je peux aller à la piscine avec ma chimiothérapie? Est-ce que je peux partir en vacances avec mon traitement? Quid du ramadan? Donc nous, par exemple, dans une expérience qui s'appelle Capri à Gustave Roussy, on a mené une preuve de concept où on a montré le rôle des infirmières de coordination comme pour écrémer un peu toutes ces données et éviter des phénomènes d'infobésité, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a trop de données qui circulent et qu'on n'arrive pas à traiter. Ça, c'est un premier point sur télésurveillance. Je ne veux pas être trop long, mais après, on voit bien qu'il y a toutes les données sur les algorithmes en termes prédictifs qui ne sont pas, à l'heure actuelle, si développés dans les soins courants que ça. Il y a quelques cas comme la radiologie où c'est vraiment en soins courants, mais en fait, on est beaucoup encore dans des phases expérimentales où on publie. Mais le passage aux soins courants pose des questions d'adoption à nouveau et d'usage. Et puis, il y a un troisième domaine qui, je crois, est en train de monter très vite, qui est le traitement des données dans des agents conversationnels et dans tout ce qui est interaction. C'est-à-dire le fait que les patients puissent interagir avec des chatbots, des avatars ou autres. Ça monte très vite, c'est pas mature, mais c'est très prometteur. Et je terminerai juste, puisque vous demandez des exemples concrets, avec des résultats parfois inattendus. Il y a eu une publication nord-américaine en début d'année, par exemple, qui montrait qu'un avatar par rapport à des médecins en consultation, dans une étude randomisée, l'avatar était préféré par les patients pour deux raisons. D'abord, ils avaient plus d'échanges, 151 mots contre 51 pour le médecin, en moyenne par consultation.
Et il était, semble-t-il, plus empathique parce qu'au moins on pouvait le voir alors que le médecin envoyait le capot arrière de son ordinateur, qui, vous savez, est une caricature qu'on donne assez souvent sur les consultations. Tout ça pour dire que, je voudrais juste terminer là-dessus, il va y avoir un enjeu très fort dans la relation homme-machine. Et avec sans doute des préjugés, vous voyez, la machine froide, le contrôle de l'être humain, il va y avoir une redistribution probablement et des découvertes où on va se rendre compte que c'est plus complexe, évidemment. Ce que vous dites va alimenter le fantasme de l'homme remplacé par la machine et par l'IA. En tout cas, il y a des cas où ça risque de se passer, il ne faut pas se leurrer. Il y a des cas où, évidemment, l'être humain va être en contrôle et la machine va être au service de l'être humain. Mais ça va nous obliger à avoir certainement une réflexion intellectuelle et de ne pas avoir trop de préjugés sur le jugement sur la machine. Ouais. Comment se fait cette réflexion à la Direction générale des entreprises, Anaëlle Paris? Comment se fait cette réflexion? Moi, je pense qu'il faut... Il faut aussi s'assurer qu'on ait tous les patients et tout l'écosystème derrière. Et nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que l'homme ne sera jamais remplacé par une machine, ou en tout cas pas totalement, et qu'il y aura toujours en fait, des guidelines éthiques et sécuritaires qui permettront de ne pas sombrer dans ce risque et dans ces peurs que l'homme remplace la machine. Que la machine remplace l'homme, exactement. Si je peux compléter ce que vous venez de dire, vous avez surtout appuyé sur l'intérêt du numérique en termes de santé publique, et on le partage et on est totalement en phase avec cette idée. Nous, ce qu'on aime bien aussi dire, c'est qu'il y a des opportunités économiques, et j'aimerais vous donner un exemple que vous avez cité, mais le compléter, sur l'imagerie médicale. De base, l'imagerie médicale, c'est un secteur qui est dominé aux 2/3 par des acteurs étrangers. Le fait qu'il y ait du numérique qui vienne a bouleversé ce secteur-là, puisqu'il a permis à plein de petites applications d'imagerie à partir d'intelligence artificielle pour l'aide au diagnostic, pour la thérapie guidée par l'image, d'émerger et de trouver une place au sein de cet écosystème et de fournir des solutions à forte valeur ajoutée qui permettent en fait de positionner la France et ces entreprises-là en tant que pionniers sur le secteur de l'imagerie médicale. Et nous, on est très contents d'avoir ce vivier d'entreprises du numérique dans l'imagerie médicale. On les soutient et on essaye de les développer. Il y a un enjeu maintenant qui est la consolidation de ces entreprises au sein d'une filière. C'est-à-dire qu'on a ce vivier d'entreprises-là, et souvent c'est des solutions d'imagerie qui se développent sur une brique technologique, pour un cas d'usage, pour une pathologie. Et ce qu'on essaye de faire, nous, en particulier à la Direction générale des entreprises, c'est de faire en sorte de fédérer ces acteurs et de faire en sorte qu'ils structurent au sein d'une filière et de créer des plus gros acteurs qui viendront concurrencer les acteurs étrangers qui sont en train de se former aussi. Faut pas se mentir sur ce point. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un appel à projet sur l'imagerie médicale pour financer à la fois les innovations qui pourraient avoir lieu dans ce secteur, et aussi la consolidation de ces innovations en appelant à la fois, pas seulement les industriels à se mettre entre eux, mais aussi des industriels avec des établissements de soins pour avoir des patients, avec des établissements académiques pour avoir de la recherche. Et on l'a lancé, il est en cours, et ça nous permet de déboucher sur de très belles applications. Merci à tous les deux pour cette discussion, cet échange autour de la révolution du numérique en santé. Anaëlle Paris et Étienne Mainvielle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.